donc on est à un moment de grande bascule du monde. On n'est plus dans l'ère des alliances, mais l'ère des partenariats. Ce souvenir de la colonisation, qui est un souvenir douloureux, à juste titre, est aussi quelque chose qui n'est pas forcément bien réalisé par les populations des pays occidentaux. Donc tout cela, en fait, nous invite à penser le monde de façon beaucoup plus complexe. So we have to fight the Chinese at the same time as we trade with them. Cet ordre est globalement injuste. Vous êtes le continent des vieux avec des principes qui ont plus court, un ordre international qui est passé, on est en train de créer un temps international nouveau. If the BRICS makes a transition from just promoting multipolarity to becoming an anti-Western grouping, then India will have a problem. Salut tout le monde, ici Mister Geopolitics. Vous venez de cliquer sur la deuxième partie d'un reportage qui s'intéresse à l'évolution de l'ordre international. Dans cette deuxième partie, je vais essayer d'interviewer un maximum de pays clés de cette recomposition du monde pour comprendre le point de vue de chacun, en échangeant avec des chefs d'État, des diplomates ou encore des chercheurs de ces différents pays. La première partie du reportage s'intéressait à pourquoi le monde a changé ces dernières décennies, au rapport entre le Nord et le Sud et à l'appellation de Sud global. Si vous n'avez pas encore visionné cette première partie, vous risquez de louper quelques éléments de contexte. Vous avez juste à cliquer en haut à droite sur la fiche qui apparaît pour la regarder et revenir ici une fois que c'est fait. Pour les autres qui l'ont déjà vu, on est parti. Une partie de la délégation diplomatique française est arrivée hier soir à la capitale indienne. Le président Emmanuel Macron n'est attendu qu'à partir de demain par le Premier ministre indien, Narendra Modi, mais tous les diplomates qui étaient avec moi hier dans l'avion s'affairent aujourd'hui avec leurs homologues indiens pour préparer la rencontre. Je décide donc pendant ce temps de faire un tour en ville et d'en profiter pour rendre visite à deux personnalités qui vont nous permettre de mieux comprendre comment l'Inde voit le monde, quels sont à ses yeux les principaux enjeux et comment le pays entend se positionner dans cette recomposition de l'ordre mondial. Je n'ai eu aucun mal à leur préparer mes questions en anglais grâce à Reverso qui sponsorise cette vidéo. C'est bien plus qu'un simple traducteur en ligne, et là par exemple on est quelques jours avant mon départ et je peux préparer mon déplacement grâce à toutes les fonctionnalités que propose Reverso. Pour le moment je suis en train de traduire de manière assez classique mes réflexions du français vers l'anglais, je n'ai besoin que de l'anglais dans ce cas-là, mais Reverso propose jusqu'à 26 langues. Je peux aussi uploader des documents PDF ou des documents Word qui peuvent être par exemple des articles de presse écrits par les personnes que je vais interviewer, et Reverso les traduit dans une autre langue en conservant la mise en page. Une autre fonctionnalité qui m'est très utile, c'est celle des synonymes, parce qu'une réalité des reportages que vous ne voyez pas, c'est que je passe plusieurs heures en amont avec les intervenants que j'interviewe, et on discute souvent de géopolitique, au cours d'un repas, ou bien au cours d'un déplacement, ou bien d'une réunion. Et en parlant géopolitique, je me surprends à souvent utiliser un peu les mêmes mots, souvent un peu valises, qui ne me permettent pas d'être très précis ou très fin. La fonctionnalité synonyme est là pour ça. Reverso me propose plein de mots qui permettent d'être beaucoup plus précis, et l'application permet même aussi une mise en contexte de ce vocabulaire pour être sûr que j'emploie ces nouveaux mots de la bonne manière. Donc vraiment, que ce soit pour votre boulot, vos études, vos déplacements ou bien pour votre loisir, téléchargez l'application Reverso et laissez-vous guider au quotidien dans vos traductions. Vous communiquerez de manière plus précise et plus fine et vous ferez vraiment la différence. Je vous mets tous les liens en description. India is a very interesting country in many ways. This is a country of 1.4 billion people. India was a country that was decolonized in 1947, and it was a poor country. We still has a lot of poor people in this country. But I think over the last 75 years, there has been a lot of growth and progress in this country. So to understand India's foreign policy, you need to understand this history of where India was 75 years ago and where India is today, and the size of this country in some ways, and the location of this country. We are located in a very sort of difficult environment, if I may put it that way. You have China, a rising superpower, which is next door to us, which has exhibited a certain amount of aggressive tendencies towards India. We have Pakistan next door, with whom we have fought several wars. We have Taliban not too far away. We have the military government in Myanmar. We have a difficult neighborhood in many ways. But we also have a big coastline. So today's India, in some ways, is a country that is aspiring to be a major power in the international system.
As you know, it is not a member of the UN Security Council, even though this is easily the largest population on planet Earth. So India is seeking a revision of the global order, as it were. It wants to be in some of these clubs, in some of these places. It wants to sort of make sure that its population is able to, prosper economically. I would say that we want to be the voice of the global South, not necessarily the leader of the global South. That's a difference. So what you will see, frankly, is not so much India telling the countries of the global South, hey, we are the leader and we will tell you what you guys should do. No. What we are saying is we would like to be the voice of the global South in fora such as the G20, where India is fortunate to be a member. Many countries aren't. China is a difficult neighbor as far as India is concerned. You're looking at a far stronger economy. India and China fought a war in 1962 in which India lost to China. India lost territory. That memory still continues in India. Until 2020, the belief in India was, and I personally believed, that you could make peace with China and coexist with China in the Asian sort of continental sphere, as it were. But I think I am not very hopeful about China today. That is because in 2020, for the first time after so many decades, India and China actually had a skirmish on the border. Several Indian soldiers died, and so did many Chinese soldiers die. The main security challenge today, I think it's China. I believe that structurally two rising powers find it very difficult to coexist. So I think there is a natural contradiction between the Indian state today and the Chinese state. If I were to sort of put it rather bluntly, China is India's biggest adversary today, biggest challenge today. China is India's primary contradiction, if I were to put it that way. And yet, India and China are the biggest trading partners. We have $130 billion worth of trade with the Chinese. We cannot do without the trade with Chinese, let's be honest about it. So we have to fight the Chinese at the same time as we trade with them, as we coexist with them in the neighborhood. So it's a difficult and complicated relationship. Different people have different interpretations of Global South. My sense, and I think there is a large consensus around this definition, that the definition has to be done in terms of economy, not in terms of politics or not in terms of geopolitics or military. So my sense is you have to be a lower middle income economy or a lower income economy in order to belong to the Global South, because the definition of South is with regard to the North. And obviously the North comprises countries which are developed, advanced, which have a per capita income of $10,000 and above. So for me, the Rubicon is $10,000 per capita, I would say, and you have to be a lower middle income economy. Today you have a situation where the Chinese are trying to sort of be the Global South leader. China has never been part of the Global South. China was not part of the non-aligned movement, for example. Even G77, China is not an original member. There's a G77 plus which China is part of. India is the original member. And yet, because China has the money, China has deep pockets, it has influence, it has built an empire of influence in Asia and in Africa. And because it is able to fund some of those projects in various parts of the world, countries are sort of flocking to China. But China has a very utilitarian objective about what Global South means, which is China wants to be the leader of the Global South and then create an alternative world order. India has no such ambitions. India wants to convey and mediate some of these demands from the Global South countries. And what are these concerns? Food security, fuel, fertilizer coming out of the Ukraine war, and that's a problem for a lot of least developed countries and countries of the Global South. Second, I would say, is climate change, and in the context of climate change, climate finance. That is extremely important for vulnerable countries. Yes, the loss and damage fund has been established, but who's going to pay? And the developed countries have not yet met the commitment of $100 billion a year. It was a commitment made in Paris, actually, 2015, when I was still ambassador. So that's the second. Third, I would say, is the reform of macro-financial institutions. India thinks that its time has arrived, its moment has arrived on the international stage.
that we should play the role of a mediator on the global stage. For example, there is a global south and north, there is the east and west, led by Russia on the one hand and China and plus the United States and its allies on the other. Then there is other conversations, like for example, you have, say, Taliban, Afghanistan, nobody talks to them, India talks to them. You have the junta in Myanmar, India talks to them, the others don't talk. So India is a believer in trying to get people to talk to each other across ideological sort of divides. India does not believe that there should be one ideology, that there should be one way of life in international politics. There are democracies and autocrats, and you should choose a side. India does not choose a side. India likes to balance. India likes to create a certain amount of order, because India believes that creating that order is important for the growth of its own economy, which is important for its 1.4 billion people. So there's an innate sense of wanting to make the world a better place. India does not believe in the classical balance of power politics, that we will align with this power and try and sort of isolate the other power. India doesn't have the history of doing that. So to that extent, today there is a search for talking to everybody, dealing with everybody. You saw that in the Ukraine-Russia war. India went to, Prime Minister met both the Ukrainian president and the Russian president. India has been talking to both sides. Same with Israel-Palestine. So I think you need countries like India. You need countries like India because the world cannot afford to be in camps anymore. And something has changed in BRICS since the decision by BRICS to allow the entry of other countries. The merger for the BRICS was clear. It was supposed to be a forum which will promote a multipolar world. Not just West, but also the East and so on. I think what has happened since the entry of newer countries in BRICS, I think India's position now is to wait and watch. Because one of the problems that is happening is that the Sino-Indian tension or friction in the relationship, I think, will affect the BRICS. That's the problem I see. So it's very hard to say that BRICS will not be affected by the border problem between India and China. In terms of bilateral relationship, our bilateral relations, one of the most significant stories of the Modi government in bilateral relations is actually Saudi Arabia and UAE. It has been a remarkable change. They have now become partners of choice, partners of preference for India, and we have very close ties with them. Our relationship with Brazil has always been good. Now that Lula is back, it's even better because there is a sense of solidarity, what I talked about in the global south. We are cooperating with them very closely because we have passed on the baton, the G20 baton to them. And we have a good relationship with Russia, although the nature of the relationship is changing. But we do have good ties with Russia, and you know that. So individually and bilaterally, we have some very good relationships in BRICS. It's just that collectively, if the BRICS makes a transition from just promoting multipolarity to becoming an anti-Western grouping, then India will have a problem. Because that's not what India wants. We have a good relationship with France, we have a good relationship with the United States, even with G7. So there's no reason why BRICS should have an anti-Western connotation. As long as it is for promoting a multipolar world, we would have no problem. But if the BRICS is going to emerge, thanks to China and Russia, as an anti-Western, I'm not saying it has, but there is a possibility. If that happens, then I think it will pose some tough decisions for India. Nouvelle journée qui va se dérouler dans une autre grande ville du pays, plus au sud, pour la rencontre entre les deux chefs d'État. La délégation française se met en route.
Hier soir, j'ai pu échanger en off avec des diplomates qui sont revenus sur le fait que l'émergence et le potentiel de l'Inde sont incontestables, mais qu'elle est pour le moment encore freinée par ces problématiques internes de développement, parce que le pays ne bénéficie pas assez de personnel diplomatique pour représenter le pays à l'étranger à la hauteur de sa population, et certains s'interrogent aussi sur la direction que prend Modi en prônant un nationalisme hindou toujours plus dirigé contre la population musulmane qui représente 15% du pays. On me propose de passer le vol jusqu'à Jaipur dans le cockpit de l'avion présidentiel. Difficile de résister. Alors que je me représentais dans ma tête un déplacement diplomatique uniquement qu'au travers du prisme de la rencontre de l'autre et des échanges, j'ai été rattrapé par une des réalités de la diplomatie, qui devient évidente quand on réalise les centaines de personnes impliquées dans un déplacement pareil, la logistique et l'organisation. Minimum 60, 50, 40, 30, 20, retard 10. Il nous reste quelques heures avant l'arrivée du chef d'État français. J'en profite pour réécouter Emmanuel Linco, que j'ai pu interviewer avant de partir pour mieux comprendre le regard que l'autre géant asiatique porte sur le monde et le projet que la Chine souhaite mettre en place. Alors en géopolitique, il faut toujours revenir évidemment à l'histoire pour comprendre le pourquoi du comment et les rivalités à venir ou en cours, etc. Et pour ce qui concerne ces relations, en fait, elles butent sur une pierre d'achoppement particulièrement importante, celle de la rivalité au niveau de la frontière. Or, la Chine, quels qu'en soient les régimes, c'est-à-dire dès la fin du 19e siècle, lorsque la Chine était encore régie par une dynastie impériale, celle des Qing, ou bien la République de Chine, ou bien encore plus récemment la République populaire de Chine, aucun de ces régimes n'a retenu et n'a reconnu cette frontière unilatéralement imposée par les Britanniques, c'est la fameuse ligne notamment McMahon. Bon. Donc ça, c'est évidemment très dommageable pour l'avenir parce qu'il y a des contentieux très nombreux autour notamment de la région du Ladakh qui avait débouché déjà en 1962 sur un conflit militaire généralement méconnu des Occidentaux mais qui a vu l'armée chinoise s'illustrer avec brio, c'est-à-dire en battant l'armée indienne, pourtant cette dernière étant soutenue précisément par l'Union soviétique, donc c'est quand même assez intéressant de revenir à cela. Et puis plus à la marge, même si l'on considère que c'est de la culture, donc un supplément d'âme, et donc ça ne pèse guère a priori, vous avez le problème du Dalai Lama et celui de sa succession. L'actuel Dalai Lama est un homme de 88 ans, donc comme vous le savez, c'est le chef spirituel des Tibétains. En 1959, celui-ci a trouvé refuge sur le territoire indien, à Dharamsala, dans le nord-ouest du pays. Mais ce chef spirituel est aussi le chef spirituel d'un très grand nombre de communautés disséminées à travers l'Asie. Évidemment, en tant que bouddhiste, on ne peut que regarder avec sympathie le Dalai Lama d'une manière générale, mais par exemple chez les Mongols, c'est un chef spirituel extrêmement important, dont l'aura est extrêmement importante. Donc ce problème de succession va immanquablement déboucher sur une crise de succession, et donc un problème politique grave, que ne manqueront pas d'instrumentaliser chacun à sa manière, l'Inde et la Chine. Et donc cette dimension-là, qui rejoint finalement des préoccupations de type géopolitique du religieux, sont des préoccupations évidemment très importantes qui vont de toute évidence déboucher sur des rivalités systémiques, bien sûr, dans la région de l'Himalaya, mais aussi dans son prolongement en Birmanie, qui est un pays encore à ce jour sous-peuplé, et évidemment, la nature ayant horreur du vide, la petite Birmanie est prise
en étau entre ces deux énormes masses démographiques, l'Inde, première population du monde, et la Chine. Donc de toute évidence, il va y avoir des frictions à terme entre ces deux États, et même si ces deux États font partie d'organisations multilatérales que nous avons mentionnées, les BRICS et l'OCS, eh bien, de toute évidence, ces deux organisations seront aussi le lieu d'observation idéal de ces rivalités diplomatiques entre New Delhi et Pékin pour les années à venir. L'idée majeure de la Chine depuis au moins l'instauration du régime communiste en 1949, c'est de recouvrer son rang sur la scène internationale. Et d'une manière générale, depuis des décennies, il y a deux maîtres mots qui caractérisent cette diplomatie chinoise, indépendance et souveraineté. Donc la Chine, au fil des années, a fini par établir des relations à la fois bilatérales mais aussi multilatérales avec les instances déjà créées à partir de 1945, intégrant par là même aussi en 1971 le Conseil de sécurité de l'ONU aux dépens de Taïwan, qui jusqu'alors était la seule Chine représentée au sein du Conseil de sécurité. Et depuis ces 20-25 dernières années, nous assistons désormais à la création de nouvelles instances internationales à l'instigation de la Chine. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est une façon, et Xi Jinping, l'actuel dirigeant chinois, n'a pas dissimulé évidemment ses intentions, de créer, je cite, un nouvel ordre international. Et pourquoi créer un nouvel ordre international? Parce que l'on estime à Pékin, comme dans d'autres capitales du Sud global, que cet ordre est globalement injuste. En tout cas, il ne tient pas suffisamment compte des aspirations des pays du Sud. Et d'autre part, parce que, d'une manière beaucoup plus prosaïque, évidemment, la Chine cherche avant tout à sécuriser ses approvisionnements énergétiques et à établir des liens tous azimuts pour s'affirmer sur la scène internationale et désormais pour concurrencer, évidemment, les États-Unis et leurs alliés. Et en cela, évidemment, les BRICS, au même titre que l'Organisation de coopération de Shanghai, intègre évidemment cette optique globale que de vouloir diversifier les appuis internationaux mis en place par la Chine. L'obsession de la Chine, évidemment, ce sont les États-Unis, autour notamment de la question cruciale de Taïwan, bien sûr, et en cela, évidemment, l'Union européenne est beaucoup plus secondaire, parce que ce n'est pas encore à ce jour une expression politique. En revanche, il y a quand même un fait majeur qu'il ne faut jamais oublier et que les Chinois, évidemment, n'ont jamais perdu de vue, c'est que l'Union européenne est de facto l'une des toutes premières puissances économiques du monde. C'est aussi et surtout le premier partenaire commercial de la Chine. Donc la Chine ne peut pas ne pas se permettre une rupture de relations diplomatiques avec l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, en retour, évidemment, les Européens ont un atout tout à fait exceptionnel, dont ils ont découvert assez naïvement, il faut bien le dire, l'intérêt assez tardivement, c'est-à-dire à la veille de la Covid-19, lorsque la Commission européenne, en 2019, a déclaré ceci: la Chine est un rival systémique. Bon. Ce qui montre bien qu'il y a aussi bien à Washington qu'à Bruxelles une sorte de radicalité, évidemment, dans l'observation qui est faite sur l'émergence de la Chine. La Chine justifie cela sur un mode parfois revanchard et très nationaliste, qui a évidemment toutes les raisons d'inquiéter les Occidentaux, c'est évident, d'autant que la Chine ne respecte guère les règles du jeu, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit par rapport au droit maritime international. Donc il y a de très nombreux contentieux, il est vrai, et en même temps, on voit difficilement, notamment pour la France, comment raisonnablement se retirer du marché chinois. Une découverte, là aussi, qui témoigne d'une certaine naïveté, évidemment, des Occidentaux, américains en tête, découverte selon laquelle, en aidant la Chine à se développer sur le plan économique, celle-ci finirait par se démocratiser. C'est le grand leitmotiv de la pensée néolibérale depuis les années 80 et qui finit par être totalement désacralisé avec la Covid-19.
quand on a vu que, la Chine était une dictature et entendait le rester, et quand, 2, évidemment, les Occidentaux ont découvert à leur stupéfaction leur très grande vulnérabilité dans le domaine pharmaceutique, par exemple. Bon. Donc, en fait, la volonté, notamment des Européens, c'est d'établir un plus grand équilibre, évidemment, avec la Chine. Mais avec un atout, évidemment, que les Européens ont et que les Américains n'ont pas, c'est qu'à l'exception notable de ce point de vue-là de la France, qui a des possessions d'outre-mer évidemment très importantes, géographiquement pas si éloignées de la Chine que cela, on pense à la Nouvelle-Calédonie, on pense à la Polynésie française, d'une manière générale, sinon la Chine est quand même relativement loin. Donc d'une manière très machiavélienne, je dirais, l'intérêt majeur évidemment pour les Occidentaux européens, c'est la Russie. C'est la Russie qui est véritablement un danger pour la sécurité européenne. La Chine beaucoup moins évidemment, tout simplement parce que géographiquement elle est beaucoup plus lointaine. C'est passionnant de vivre la réalité d'une rencontre présidentielle. Il y a plein de groupes de personnes qui s'affairent chacune à ce pourquoi elles sont là. D'un côté, il y a les diplomates, de l'autre, on trouve les agents du protocole, de la sécurité ou encore des journalistes. Recevoir un président étranger au Rajasthan, la terre des Maharajas et de leurs palais somptueux, haut lieu culturel et touristique, n'est pas anodin. Lors d'une telle occasion, l'idée est de mettre en avant son art et sa culture, en organisant des visites au sein de lieux extraordinaires qui font l'unicité et la grandeur du pays d'accueil. La visite diplomatique est une alternance entre des moments de haute intensité où tout file à toute allure et des moments privilégiés en petit comité où le temps ralentit, le temps de quelques heures. Ça m'oblige à être réactif derrière la caméra. La délégation effectue son premier arrêt au fort d'Ambert. Le président français y est attendu. Il en profitera pour échanger avec des étudiants, réaliser des interviews avec des médias nationaux, rencontrer des artisans locaux. Son rôle est notamment de mettre en lumière les points communs qui unissent les deux nations. La médiatisation d'une telle rencontre permet aussi de faire passer un message à l'international, de montrer que le pays a des projets, des appuis, qu'il avance et qu'il n'est pas isolé. C'est une manière indirecte de démontrer une certaine forme de puissance. Je reconnais une tête familière au sein de la délégation française, j'en profite pour me rapprocher. Oui, alors aujourd'hui on est en Inde et c'est vrai que l'Inde c'est un pays qui développe énormément son industrie spatiale d'une part, aéronautique aussi. L'aéronautique, le spatial c'est important, c'est un peu pour moi une des technologies ultimes, hein, c'est une des dernières technologies que les pays arrivent à maîtriser, donc c'est quand même un signe internationalement d'en être arrivé à un stade de développement qu'impose le respect, donc il y a quand même un peu de prestige qui se joue dans tout ça, et surtout je pense vis-à-vis du spatial, le spatial c'est de la fierté nationale, c'est aussi évidemment de la recherche, de la technologie, de la progression qui ensuite va infuser dans la société à partir de ces missions qui sont difficiles, qui poussent à se dépasser, parce que derrière il faut développer l'industrie, il faut développer les universités et ça tire tout le pays vers le haut. Et puis ensuite c'est du prestige qui rejaillit un petit peu sur le pays autour de la scène internationale. On l'a vu avec l'atterrissage de Chandrayaan 3 sur la Lune, réalisé brillamment par les Indiens. Tout de suite ça les a propulsés dans une nouvelle catégorie. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui dans le côté aérospatial pour les pays émergents et pour les BRICS. La délégation se remet en route pour rejoindre le Premier ministre indien qui attend le président français au Yantra Mandir, un observatoire astronomique, pour une rencontre plus intime. Je retrouve donc les deux chefs d'État, une heure plus tard, au milieu d'un bain de foule gigantesque à travers les rues de Jaipur. La procession est entrecoupée notamment par la visite du Palais des Vents, un bâtiment considéré comme une des merveilles de l'architecture rajpoute. Le défilé reprend jusqu'à la sortie de la ville. La visite du jour se termine au Rambagh Palace pour un dîner privé entre les chefs d'État.
Je visite les lieux en attendant de pouvoir aborder le chapitre suivant de mon reportage, plus tard pendant la nuit, lors du retour à New Delhi. Merci messieurs. Bon, merci de me recevoir. Alors l'idée c'est que je tiens une chaîne YouTube de vulgarisation de géopolitique. Je fais un sujet sur les BRICS et sur le Sud global. Parmi les gens qui vont regarder, il y aura des Français mais aussi des gens de ces pays-là francophones. J'avais une première question. Comment vous, en tant que chef d'État, est-ce que vous percevez les attentes des populations et des gouvernements du Sud global? Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils potentiellement reprochent à l'Occident? Alors d'abord, moi j'utilise jamais la notion de Sud global. Parce que je pense que ça n'existe pas. Et que c'est une construction qui a été... c'est une construction géopolitique qui est largement faite contre l'Europe, les États-Unis, les pays du G7, je dirais. Parce que c'est plusieurs réalités. Il y a d'un côté la Chine. La Chine, c'est plus un émergent, en vrai. Quand on dit les BRICS, la Chine, c'est une très grande puissance. C'est en fait la deuxième puissance mondiale. Elle peut passer première dans les décennies qui viennent. Et c'est tout le combat avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez ensuite un géant qui est l'Inde, c'est un géant démographique, et on s'y trouve, qui a dépassé la Chine, qui lui est un émergent, en vrai, mais qui a des défis immenses, et qui peut être la prochaine Chine, s'il s'y prend bien, parce qu'il a un dividende démographique qui a une formidable chance. Et après, vous avez des grands émergents, je dirais, plus classiques, Afrique du Sud, Brésil et plusieurs autres, travaillent ensemble, qui sont des puissances qui ont développé leur économie, ou ont des classes moyennes qui ont émergé, ont encore un très gros potentiel et sont en train de converger vers les pays les plus riches. À côté de ça, vous avez des puissances comme la Russie qui sont plutôt des puissances déclinantes. Nonobstant le fait que ce membre permanent du Conseil de sécurité a décidé de ne plus respecter les règles internationales, de faire une guerre, la Russie, c'est une démographie plutôt de plus en plus âgée. C'est 120-130 millions d'habitants, il est en train d'en perdre, et c'est le PIB à peu près de l'Espagne. Donc c'est pas du tout comparable, par exemple, à l'Inde ou évidemment encore moins à la Chine. À côté de ça, vous avez les pays du Golfe, qui eux sont des royaumes qui vivent de systèmes de rente économique largement basés sur les hydrocarbures, qui se développent extraordinairement, qui mènent des vraies révolutions. Je pense à l'Arabie Saoudite, qui concentre beaucoup de volume d'argent et d'épargne, qui sont au cœur de la réallocation des actifs, mais qui ont des populations assez petites, qui ont des rôles géopolitiques, mais plus limités compte tenu de tout ça. Puis vous avez ensuite tout le continent africain, qui lui a des pays qui sont en train de se stabiliser, qui sont en développement, d'autres qui sont très pauvres, avec des situations très contrastées régionalement, on pourrait y revenir. Et l'Amérique latine, pareil. Je fais à dessein tout ça, et j'oublie le grand bloc Indo-Pacifique qui est fait de diversité, pour vous démontrer que le Sud global, ça n'est pas un tout qui est cohérent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, il y a une volonté des BRICS, comme on les appelle, enfin des émergents, d'avoir leur place. Et de dire, c'est pas normal qu'au fond, au FMI, à la Banque mondiale, dans les grandes institutions, on n'est pas autour de la table. Pour une bonne raison, souvent ils n'existaient pas, ou ils n'étaient pas stabilisés, quand on a bâti ces structures. Leur ressentiment, en quelque sorte, est un peu utilisé par la Chine, qui crée en quelque sorte un ordre alternatif aux États-Unis d'Amérique et qui essaie de créer une nouvelle mondialisation. Et qui dit au fond, il y a un ordre international qui était très mené par les Américains. Moi, je vais utiliser ce concept de Sud global, le ressentiment des BRICS pour y aller. Et puis la Russie, de manière très opportuniste, la Russie qui jusqu'à il y a, au fond, 10 ans, regardait l'Europe, regardait le G7, elle était d'ailleurs dedans, c'était un G8, était complètement inscrite, comme elle a conçu, elle aussi par ressentiment à l'égard des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, une distanciation, qu'elle est ensuite rentrée dans cette guerre, mais de manière opportuniste, elle se dit, moi je suis maintenant l'allié de ce Sud global, entre guillemets. Donc c'est une réalité largement manipulée. C'est un concept géopolitique pour affaiblir l'Europe et les États-Unis et pour dire au fond, vous êtes le continent des vieux avec des principes qui ont plus court, un ordre international qui est passé, on est en train de créer un ordre international nouveau. Donc il faut, en quelque sorte, pour moi, décomposer cette réalité. La notion d'Orient ou d'Occident, elle est très dangereuse en géopolitique. Moi, je sais ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est une communauté d'États qui ont des valeurs
qui ont des traités communs. Il y a le Conseil de l'Europe, il y a l'Union européenne, et l'Union européenne en particulier en son sein. Moi, je veux de plus en plus que ça devienne une puissance géopolitique. C'est une réalité. On a ensuite des alliés, les États-Unis, le Canada, etc. On a pour autant des différences. On voit bien, on n'a pas le même rapport au modèle social, à l'égalité, à des tas de choses. Bon. Donc nous ne sommes pas totalement les mêmes non plus. Et donc j'aime pas dire que la France défendrait une forme d'occidentalisme. Non. Nous, on a toujours eu d'abord, on a une tradition d'universalisme. C'est-à-dire que la France, elle s'est toujours construite en allant à travers le monde. Par le commerce, alors pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qui a fait d'ailleurs aussi les pages les plus sombres de notre histoire. Mais le commerce triangulaire et le code noir, l'esclavagisme qui va avec, la colonisation ensuite, mais l'universalisme de nos valeurs, et aussi ce qu'on a su éclairer, la connaissance échangée, la curiosité à l'égard du monde, et ensuite l'universalisme par les grandes structures internationales qu'on a portées. C'est pas un hasard si c'est à Paris que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'est écrite et s'est finalisée. Et donc, nous, c'est ce chemin singulier, ce rapport singulier qu'on continue avec tous ces pays. Il y a une fascination réciproque, et derrière, on porte un universalisme. Et c'est très important parce que le discours qu'il y a, qui est un peu révisionniste dans toute cette partie du monde, ce serait de dire au fond que les valeurs du droit de l'homme, les valeurs de la Charte des Nations Unies seraient des valeurs occidentales. Pas du tout, c'est des valeurs universelles. Et d'ailleurs, on les a tous signées librement. Mais si on est lucide, on est un continent de plus en plus vieux. Et donc, nous, on va vivre avec des puissances, en particulier émergentes, qui ont des économies qui partent de beaucoup plus loin, qui sont en train de sortir des gens de la pauvreté. L'Inde, c'est un pays qui a sorti environ 250 millions d'habitants de la pauvreté en une décennie. C'est énorme. Par le commerce, l'activité. Donc on va accompagner ça, mais on doit regarder en face cette dynamique. Et quand on regarde le monde et qu'on se dit, on dézoome de nous, l'Europe, et on voit 2050, beaucoup des réserves naturelles, beaucoup de ce qui va bâtir aussi une partie de l'économie du futur, et beaucoup de la force démographique, elle est en Inde, elle est sur le continent africain, elle est dans une partie du continent latino-américain. Et donc il va y avoir une bascule du monde. Et donc nous, c'est très important qu'on engage très fort avec ces pays, pas du tout pour le craindre, mais pour bâtir des partenariats nouveaux, technologiques, industriels, pour faire venir de plus en plus d'étudiants de ces pays chez nous. C'est pour ça que j'ai cet objectif de faire venir 30 000 étudiants indiens dans les prochaines années en France, parce que on a besoin qu'ils nous connaissent mieux, on a besoin de trouver ici de nouveaux débouchés, et de bâtir une relation qui sera forcément aussi, par nature, très différente de celle qu'on a aujourd'hui et qu'on avait il y a 20 ans. Et donc on est à un moment de grande bascule du monde. Et donc notre devoir, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le vois pour la France, c'est d'être sincèrement engagé, d'être très respectueux, de voir que ce partenariat doit être équilibré, mais qui peut nous apporter beaucoup si on sait bien le prendre. Et je peux vous dire que moi, ça fait 7 ans presque que je suis président, j'ai vu les choses profondément changer ici. Donc voilà notre travail. Il est passionnant, mais moi je pense qu'il ne faut pas voir d'abord le Sud comme un grand tout unifié. Et nous, on a une énorme chance, nous Européens et en particulier nous Français. Parce que moi j'y veille beaucoup, c'est notre indépendance. Vous m'entendez souvent parler de souveraineté européenne et d'indépendance de notre diplomatie. C'est qu'au fond, une bonne partie de ce continent n'a pas envie de dépendre ou de la Chine ou des États-Unis. Et nous, on est une des grandes puissances du monde, avec une histoire, des valeurs, une culture. Et nous ne sommes alignés à aucun de ces deux. Et donc on leur offre un chemin qui est très singulier là aussi, qui est beaucoup plus équilibré. J'ai appelé ça souvent, quand j'étais en Asie, une troisième voie. Mais c'est ça. Et donc je pense qu'ils peuvent bâtir avec l'Europe, et en particulier avec la France, un chemin équilibré, respectueux, qui n'est pas l'hégémonie d'une des deux grandes puissances. Et nous, c'est par ces partenariats qu'on pourra nous-mêmes s'affranchir de l'hégémonie, d'une potentielle hégémonie à notre égard, ou des États-Unis ou de la Chine. La visite présidentielle en Inde se poursuit le lendemain lors du Jour de la République, journée célébrée chaque année le 26 janvier en mémoire de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde.
Emmanuel Macron est l'invité d'honneur de ce grand défilé, tout comme Narendra Modi l'a été en France le 14 juillet 2023. Le président français est passé dans l'après-midi à l'ambassade de France pour un discours et des échanges, avant de rendre visite à une communauté musulmane soufie dans la soirée, avant que toute la délégation ne rentre à Paris dans la nuit. Deux mois viennent de s'écouler depuis mon retour en France et sans pouvoir être complètement exhaustif, l'objectif de ce reportage, qui était très ambitieux, c'était d'avoir le maximum de points de vue de pays clés pour comprendre l'évolution du monde. Donc après l'Inde et la France, j'ai donc contacté beaucoup d'ambassades. Je suis d'abord allé à l'ambassade de Chine, qui n'a malheureusement pas répondu à mes nombreux emails. J'ai ensuite contacté 8 personnalités russes, en commençant par l'ambassade, puis par des diplomates, puis par des chercheuses et des chercheurs, qui m'ont répondu par la négative, soit par manque de temps, soit par indisponibilité, soit car elles ont reçu la consigne de ne pas communiquer avec des médias de juridiction occidentale hostile. L'ambassade du Brésil m'a proposé des échanges en off sans que cela ne puisse être filmé, et l'ambassade de l'Afrique du Sud ne m'a pas proposé de rendez-vous malgré les différents échanges que j'ai pu avoir avec eux. J'ai donc fait le maximum pour être le plus exhaustif possible, bien que cet objectif était déjà particulièrement ambitieux. Donc voilà, gardez en tête que tous les points de vue ne peuvent pas être représentés dans ce reportage, donc n'hésitez pas à comparer ce reportage avec d'autres vidéos que vous pourrez trouver ailleurs. J'ai néanmoins décidé de contacter les Américains pour entendre ce qu'ils avaient à dire par rapport à cette évolution de l'ordre international. So I think that this moment, we're defining ourselves by understanding that it's no longer the post-World War II world order. It's obviously a place where we have to change and adapt. A lot of the institutions of the past don't respond to today's needs, but that doesn't mean we should abandon cooperation, that we should ignore the rule of law, that we shouldn't strive to improve things rather than to create false us against them narratives. And so I think whenever you hear that, the people who say, United States is the world's policeman or wants to have a unipolar order, nothing could be further from the truth. We have an obligation as one of the biggest and most developed nations to ensure for smaller countries and weaker states that those orders, those rules, those laws are enforced. But at the same time, we welcome having new partners such as India here. One of the miscalculations that President Putin made was he claimed a false kind of straw man that he had to invade Ukraine because of the West. And he's made it a self-fulfilling prophecy that it's really brought NATO together more strongly than ever, expanded the number of countries who fear his kind of militarism and want to protect themselves in a formal military alliance where they didn't before. And that's really backfired. But I think NATO is not a group that comes together just because of what we're against or who we stand against. It's really what we are for. Similar economies, similar values, similar democracies. These are, I would say, the defining issues of our day, not just in Europe, but extremism, whether that be dictatorship, religious extremism, terrorism, the taking away of rights of women, of ethnic and religious minorities, or democracy. And don't get me wrong, democracy gets a lot wrong, not just right. We can screw it up too. But it's better to be in a democracy and work through those challenges than a place where you have no voice. So we can come to this with humility, saying we're not perfect countries. But when we share perfect values, or those values that at least aspire to being more perfect, a freedom for everyone, respect for everyone, no matter what their income level is, how they worship God or don't, whatever their gender is, whom they love, this is, I think, a world that is more peaceful and prosperous. And if anything, that alliance of NATO transcends just the military alliance, but really is about a values-based system that we share together. And I would argue it's not been stronger in the last 20 years than it is today. So I would say U.S.-Russian relations aren't at their high point, but we need that war to end in order to move forward, and we won't sacrifice our principles to do so. And we'll listen to the Ukrainian people about their own sovereignty. With China, sometimes we're collaborators, sometimes we're competitors. And we're looking for those spaces and places where we must act together, whether it's the threat of global narcotics and the fentanyl epidemic that is the #1 killer of young Americans today and recently made strides together with them, or on climate change, where we've worked with China for many, many years.
even as we compete or sometimes challenge, whether it's the expansionism in the South China Sea, ensuring the status quo with Taiwan, or looking at labor conditions of religious and ethnic minorities inside China. It doesn't have to be just one thing. But with Brazil, who's in our hemisphere, we have great and robust relations. South Africa, we're proud to have stood up against apartheid and to have been very close in years past and hope to continue that work on really supporting an independent Africa that can provide for itself and stand strong in the global economy. And India is, a really bright spot in the world today for the United States. And so my message to any country, whether it be BRICS countries or others, is don't just look at the world as an us versus them or a West versus the rest. People are people, and leaders happen to be people. Humanize those relationships, humanize countries. Don't just play to a caricature. Don't just create a parody of what a country is, and find those relations, because we know people to people, even in the toughest of times, find each other. The Russian people are ones that we respect very deeply, even if we disagree with their current leader on what he's done in Ukraine. The Chinese people, immigrants, have come to the United States and helped develop our country and made America what it is today. We need to work closely with China. So even in tough moments, we never disengage. We always look for opportunities and hope for closer, more friendly days with countries we're at odds with, and look to double down and strengthen the friendships with others like India, Brazil, and other BRICS. Le gros de mon audience étant européenne, j'ai décidé de conclure ce reportage sur ce qui attend cette région du monde dans un dernier chapitre. La première dimension, c'est le déclin relatif de l'Occident. C'est un point qui est absolument fondamental et qui, d'une certaine manière, est réjouissant. Le déclin relatif de l'Occident dans le monde, c'est aussi l'essor d'autres pays. Donc c'est le fait que, si vous regardez à l'échelle de l'ensemble de la population du monde, il y a une partie de la population qui était reléguée dans des situations d'extrême pauvreté qui ne l'est plus, essentiellement grâce à la Chine. Donc ce déclin relatif de l'Occident, il est difficile à admettre et il est difficile à accepter par les populations occidentales. Donc on ne s'en rend compte qu'à l'occasion de crises. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il est plus le regard que les populations des pays du Sud portent sur l'Occident. Elles ne portaient pas jusque-là un regard sur l'Occident en termes de déclin. En tout cas, ce n'est pas le sentiment que l'on a. L'Occident était un modèle dans beaucoup de cas, à la fois un modèle évidemment de niveau et de qualité de vie, assez largement fantasmé d'ailleurs, mais malgré tout c'était un point important dans l'image que les pays occidentaux renvoyaient aux pays du Sud. Mais il y a aussi cette idée que il faut essayer de, d'une certaine manière, concurrencer cette réussite. Et ça, c'est très très fort pour la Chine. C'est-à-dire qu'une grande partie de la capacité de la Chine, ça a été d'apprendre d'entreprises occidentales et de modes d'organisation occidentaux pour pouvoir l'implémenter en interne et faire du capitalisme avec des caractéristiques chinoises, pour reprendre une terminologie qui est employée sur place. Donc ces deux éléments-là se sont petit à petit renforcés en disant nous sommes en train de devenir de plus en plus des rivaux, et si on devient des rivaux, on rentre davantage en confrontation, avec, pour beaucoup de pays du Sud, une confrontation qui est nourrie d'un ressentiment lié à la colonisation. Et ça, c'est un autre point qui est fondamental. Et ce souvenir de la colonisation, qui est un souvenir douloureux, à juste titre, est aussi quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu, n'est pas forcément bien réalisé par les populations des pays occidentaux, qui ne se sont pas rendus compte que ça pouvait avoir un effet sur l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes vis-à-vis de ces pays. Et c'est peut-être ces deux éléments-là, c'est-à-dire cette incapacité ou cette difficulté plutôt de la population occidentale à se percevoir comme en déclin relatif, ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément plus mal, mais simplement ça veut dire que d'autres prennent des places qu'ils ne prenaient pas jusqu'à présent. Et puis de l'autre côté, une incapacité à voir que le regard des générations nouvelles, accéléré par les technologies de la mondialisation, qui donnent davantage accès à l'information, s'est modifié sur les pays du Nord. Le problème fondamental de l'Union européenne avec la guerre d'Ukraine, c'est que l'Union européenne a accentué ses dépendances vis-à-vis des États-Unis,
Alors dans le domaine militaire à travers l'OTAN, qui s'est élargi à la Suède et à la Finlande, dans le domaine énergétique, c'est-à-dire qu'il y a un effet de substitution au gaz qui venait jadis de Russie, qui désormais vient en partie des États-Unis. Mais l'Union européenne a aussi renforcé sa dépendance envers la Chine, puisque la Chine est devenue son premier partenaire économique. Et c'est tout à fait décisif pour des économies comme l'économie allemande notamment, le marché chinois. Et également, l'Union européenne a renforcé sa dépendance en matière financière vis-à-vis des pays du Golfe. Parce que un des endroits qui s'est beaucoup enrichi ces dernières années et vers lequel on se tourne pour financer la transition énergétique, ce sont les pays du Golfe. Donc ça, c'est un moment quand même particulier pour l'Union européenne, très délicat, parce que vous avez un grand nombre d'États qui sont très endettés en termes de dette publique. Vous avez une Union européenne qui s'interroge en réalité sur son positionnement international et une Union européenne qui a beaucoup de mal à comprendre qu'il faut réarmer. Et que de ce point de vue-là, la France, à l'initiative du président Macron, est en avance par rapport à ses alliés européens. Et avec les événements d'Ukraine, dans le discours, la plupart des pays européens font aussi un effort de réarmement. Je dis dans le discours parce que ce sont des décisions qui se mettent en œuvre souvent très difficilement et qui sont probablement en train d'être accélérées compte tenu de la dégradation militaire qu'on observe en Ukraine. Donc ça, si vous voulez, c'est le cadre général qui est un cadre général qui devient très défavorable à l'Union européenne à l'échelle globale. Dans ce contexte, il y a une singularité française qui s'explique par trois raisons principales. La première, c'est que la France est le seul membre de l'Union européenne à être membre permanent du Conseil de sécurité. C'est également le seul membre de l'Union européenne à être ce qu'on appelle une puissance dotée au titre du traité de non-prolifération nucléaire, d'être une puissance nucléaire reconnue comme telle. Et puis je crois qu'il y a une troisième dimension très importante, c'est que la France reste un pays qui est capable de produire une pensée globale. Ça s'explique par son histoire, ça s'explique par sa géographie, ça s'explique peut-être par vos émissions et l'intérêt qu'on note en France sur les questions géopolitiques, qui est très différent dans d'autres pays européens. Et ça vient d'une culture stratégique qui nous est propre. Cette singularité, elle s'est traduite par un certain nombre de formules pour essayer de définir au sein de l'Union européenne un positionnement qui serait spécifique à la France. Moi, le terme que j'utilise le plus volontiers, c'est celui de puissance de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays qui est capable de susciter de la confiance et d'établir des contacts avec tout le monde. Et puis en même temps, un pays qui est capable, le cas échéant, mais pas tout le temps, le cas échéant seulement, de prendre la confiance, c'est-à-dire de prendre le lead sur un certain nombre de dossiers internationaux. Et je pense que ce que la France doit essayer de faire, c'est pas forcément d'entretenir l'illusion d'une position de surplomb entre la Chine et les États-Unis, parce que les moyens ne suivent pas, mais c'est de comprendre évidemment qu'il y a un espace politique pour des pays qui ne veulent pas être piégés par la rivalité sino-américaine, et en même temps de comprendre que la France doit faire preuve de ce que j'appelle la solidarité stratégique et environnementale. La solidarité stratégique, ça veut dire que dans un temps de conflit, de gros temps stratégiques, et nous sommes rentrés dans une période de gros temps stratégiques, eh bien il faut chérir les alliances, il faut chérir le fait d'être dans l'Union européenne, il faut chérir le fait d'être dans l'OTAN. Et puis la solidarité environnementale, ça s'adresse précisément vis-à-vis des pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'il faut accompagner ces pays dans leur transition énergétique. Il faut aller au bout de la logique qui a été formulée par les accords de Paris notamment, parce que c'est la condition d'une solidarité internationale indispensable au regard de la défense des biens communs que j'évoquais précédemment. Au sein de l'Occident, il faut distinguer les États-Unis et les Européens qui ne sont pas du tout dans la même situation géoéconomique et géopolitique aujourd'hui. Et que cet effet de surprise est réel. Il s'explique par différents facteurs. Le premier d'entre eux, c'est que je pense qu'il y a une sorte d'accélération de l'histoire au sens d'une multiplication des actions délibérées pour modifier un rapport de force en sa faveur. C'est-à-dire que ce que les Européens redécouvrent à leurs dépens, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels je mettrai évidemment la Russie de Vladimir Poutine, ont des plans ourdis, préparés de longue date et destinés à les affaiblir, voire à les détruire.
Et ça, c'est effectivement une vision des relations internationales que les Européens avaient perdue parce qu'ils voyaient les relations internationales sous l'angle de la mondialisation comme une intensification inexorable, dirais-je, des échanges économiques et financiers. Or, c'est pas ce qui est en train de se passer parce qu'un certain nombre d'acteurs stratégiques contestent leur positionnement, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de comprendre, et on le comprend à un moment très critique d'affaiblissement économique, et aussi d'affaiblissement économique dont on prend la mesure dans le cadre d'un désarmement structurel qui a commencé pour les Européens au début des années 70, c'est-à-dire que les Européens ont tendance, désarment depuis le début des années 70, mais la particularité des Européens par rapport aux autres acteurs stratégiques, c'est qu'ils ont continué à désarmer après le 11 septembre 2001, alors que les autres acteurs stratégiques, États-Unis, Chine, Russie, Turquie, Arabie Saoudite, Iran, ont réarmé massivement depuis une génération. Et donc pour les Européens, c'est un moment extrêmement critique parce qu'ils sont en train de comprendre que le projet de paix qui est leur, eh bien, va probablement falloir le défendre.